Le fantôme de Canterville. Oscar Wilde. Quatre jours après ces curieux incidents, une procession funèbre partit de Canterville Chase vers 11h du soir. Le corbillard était traîné par 8 chevaux noirs, dont chacun portait sur la tête un gros toupet de plumes d'autruche, et le cercueil de plomb était recouvert d'un somptueux poil de pourpre sur lequel était brodé en or l'écusson de Canterville. À côté du corbillard et des voitures marchaient les domestiques, portant des torches allumées, et toute la procession était merveilleusement impressionnante. Lord de Canterville, qui conduisait le deuil, était venu tout exprès du pays de Galles pour assister aux obsèques, et il avait pris place dans la première voiture avec la petite Virginia. Puis venait le ministre des États-Unis et sa femme, puis Washington et les 3 garçons, et dans la dernière voiture se trouvait Madame Humney. Le sentiment général était que comme elle avait été effrayée par le fantôme durant plus de 50 années de sa vie, elle avait le droit de l'accompagner à sa dernière demeure. Une fosse profonde avait été creusée dans l'angle du cimetière, juste sous le vieil if, et l'office funèbre fut dit d'une manière fort impressionnante par le révérend Augustus Dampierre. La cérémonie terminée, les domestiques, conformément au vieil usage conservé dans la famille des Canterville, éteignirent leurs torches et, au moment où le cercueil était descendu dans la tombe, Virginia s'avança et y déposa une grande croix faite avec des fleurs d'amandier blanches et roses. Au même instant, la lune sortit de derrière un nuage et inonda de ses silencieux raies d'argent le petit cimetière, et du fond d'un bocquetot lointain, un rossignol se mit à chanter. Virginia songea à la description que lui avait faite le fantôme du jardin de la mort. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et c'est à peine si elle prononça une parole au cours du trajet de retour. Le lendemain matin, avant que Lord Canterville fût reparti pour Londres, M. Otis eut un entretien avec lui au sujet des bijoux que le fantôme avait donnés à Virginia. Ils étaient absolument magnifiques, en particulier certains colliers de rubis avec une monture vénitienne qui était véritablement un échantillon superbe du XVIe siècle, et leur valeur était si considérable que M. Otis se sentait saisi de scrupules, se demandant s'il pouvait permettre à sa fille de les accepter. « Milord, je sais que dans ce pays, la main morte doit s'appliquer aux bijoux aussi bien qu'aux terres. Et il me paraît parfaitement évident que ces joyaux sont ou devraient être des biens d'héritage de votre famille. Je me vois obligé en conséquence de vous prier de les emporter à Londres et de les considérer simplement comme une portion de vos biens qui vous a été restituée dans certaines circonstances étranges. Quant à ma fille, elle n'est qu'une enfant, et elle ne témoigne encore, je suis heureux de le dire, que peu d'intérêt pour de semblables accessoires d'un luxe oiseux. J'ai appris également que Madame Otis, qui, je puis le dire, s'y connaît assez bien en matière d'art, car elle a eu l'avantage de passer plusieurs hivers à Boston, étant jeune fille, que ces bijoux sont d'une grande valeur marchande et atteindraient un prix considérable si on les mettait en vente. Dans ces conditions, Lord Canterville, vous reconnaîtrez qu'il me serait absolument impossible d'admettre qu'il demeure en la possession d'un membre de ma famille. Et certes, tous les vins hochets et jouets de ce genre, quelque convenable ou nécessaire qu'il soit à la dignité de l'aristocratie britannique, seraient complètement déplacés chez ceux qui ont été élevés dans les principes sévères, et je crois immortels, de la simplicité républicaine. Peut-être devrais-je ajouter que Virginia est très désireuse que vous lui permettiez de conserver la boîte, à titre de souvenir de votre ancêtre infortuné, mais fourvoyé. Comme elle est extrêmement vieille et par suite en assez mauvais état, il vous paraîtrait peut-être possible d'accéder à cette requête. Pour ma part, j'avoue que je suis fort surpris de voir un de mes enfants exprimer de la sympathie envers le médiévisme sous une forme quelconque, et je ne puis me l'expliquer, ou que par le fait que Virginia est née dans l'un de vos faubourgs de Londres, peu après que Madame Otis fut revenue d'un court voyage à Athènes. Lord Canterville écouta avec beaucoup de gravité le discours du digne ministre, tirant de temps à autre sa moustache grise afin de dissimuler un sourire involontaire, et lorsque M. Otis eut terminé, il lui serra cordialement la main et dit « Cher monsieur, votre charmante petite fille a rendu à mon malheureux ancêtre Sir Simon un service important et ma famille et moi,
Nous avons une lourde dette envers elle pour les merveilleuses qualités de courage et de cœur dont elle a fait preuve. Les bijoux sont manifestement à elle, et parbleu, je crois que si j'étais assez dénaturé pour les lui enlever, le vieux scélérat aurait quitté sa tombe d'ici 15 jours, et m'en ferait voir de dur. Quant à leur qualité d'héritage, rien n'est héritage qui n'ait été mentionné comme tel dans un testament ou un document juridique, et l'existence de ces bijoux est restée totalement inconnue. Je vous assure que je n'ai pas plus de droit sur eux que votre maître d'hôtel, et quand Miss Virginia sera adulte, je gagerai qu'elle sera contente d'avoir de jolies choses à porter. D'ailleurs, vous oubliez, monsieur Otis, que vous avez pris les meubles et le fantôme à leur valeur d'estimation, et que tout ce qui a appartenu au fantôme est passé aussitôt en votre possession, car quelque activité que Sir Simon ait pu manifester dans le couloir la nuit, au point de vue juridique, il était effectivement mort, et vous avez acquis ces biens par un achat régulier. M. Otis fut fort contrarié du refus de Lord Canterville, et le pria de revenir sur sa décision. Mais l'aimable père tint bon, et amena en fin de compte le ministre à permettre à sa fille de garder le présent que lui avait fait le fantôme, et quand au printemps de 1890, la jeune duchesse de Cheshire fut présentée à la cour à l'occasion de son mariage lors de la première réception de la reine, ses bijoux provoquèrent l'admiration générale. Car Virginia reçut la couronne ducale, qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines, et fut épousée par son jeune amoureux dès qu'il atteignit sa majorité. Ils étaient tous les deux si charmants, et ils s'aimaient tellement que tout le monde fut ravi de ce mariage, sauf la vieille marquise de Dumbleton qui avait essayé de s'approprier le duc pour une de ses 7 filles non mariées, et qui dans cette intention n'avait pas donné moins de 3 grands dîners coûteux, et, chose étrange à dire, M. Otis lui-même. M. Otis aimait beaucoup le jeune duc, à titre personnel, mais théoriquement il était opposé au titre, ou, pour se servir de ses propres paroles, n'était pas sans appréhender que, au milieu des influences énervantes d'une aristocratie avide de plaisir, les principes authentiques de la simplicité républicaine ne fussent oubliés. Toutefois, ces objections furent complètement écartées, et je crois que lorsqu'il descendit la nef de l'église Saint-Georges, dans Hanover Square, avec sa fille appuyée à son bras, il n'y avait pas, dans toute l'Angleterre, d'homme plus fier que lui. Le duc et la duchesse, quand la lune de miel fut terminée, se rendirent à Canterville Chase, et le lendemain de leur arrivée, ils firent une promenade, l'après-midi, au cimetière solitaire proche des bois de pin. Il y avait eu de grosses difficultés au début au sujet de l'épitaphe à inscrire sur la tombe de Sir Simon, mais on avait décidé en fin de compte d'y graver simplement les initiales du vieux gentilhomme avec le verset de la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté des roses magnifiques qu'elle effeuilla sur la tombe, et après qu'ils s'y furent arrêtés quelque temps, ils entrèrent dans le sanctuaire en ruine de l'ancienne abbaye. La duchesse s'assit sur un pilier écroulé, tandis que son mari s'étendait à ses pieds, fumant une cigarette et levant ses regards sur ses beaux yeux. Tout à coup, il jeta sa cigarette, lui prit la main et lui dit « Virginia, une femme ne doit pas avoir de secret pour son mari. »« Mon cher Cécile, je n'ai pas de secret pour toi. »« Mais si, tu en as un, » répondit-il en souriant. Tu ne m'as jamais raconté ce qui t'est arrivé quand tu étais enfermé avec le fantôme. Je ne l'ai jamais confié à personne, dit gravement Virginia. Je le sais, mais tu pourrais me le dévoiler, à moi. Je t'en prie, ne me le demande pas, Cécile, je ne puis te le dire. Pauvre Sir Simon, je lui dois beaucoup. Oui, ne ris pas, Cécile, c'est vrai. Il m'a fait voir ce qu'est la vie, ce que signifie la mort, et pourquoi l'amour est plus puissant que l'une et que l'autre. Le duc se leva et embrassa sa femme avec amour. « Tu peux garder ton secret, tant que j'aurai ton cœur. Cela, tu l'as toujours eu, Cécile.